Après des mois d'impasse sur la ligne de front, les troupes russes ont repris leur avancée en Ukraine. Guerre en Ukraine, des milliers d'habitants forcés de fuir l'avancée des Russes. Le mois dernier, l'armée russe a lancé une offensive surprise sur plusieurs sites stratégiques dans le nord de l'Ukraine, surtout dans la région de Kharkiv. Kiev a reconnu que l'artillerie russe l'avait forcé à battre en retraite, abandonnant plusieurs positions durement reconquises l'année dernière par l'armée ukrainienne. Si l'Ukraine a vaillamment résisté à l'invasion russe, et ce contre toute attente, les retards de livraison de munitions et d'armements occidentaux ont eu des conséquences dramatiques sur le champ de bataille. Heureusement, l'administration Biden a réussi à surmonter le blocage républicain au Congrès et à reprendre le soutien militaire à l'Ukraine, comme on te l'explique dans cette vidéo. L'Europe, elle, fait son possible pour aider Zelensky. Et puis, surtout, les alliés de Kiev ont franchi une ligne rouge posée par le Kremlin. Ukraine, Macron autorise l'emploi d'armes françaises contre des cibles en Russie. L'Ukraine, autorisée à frapper des cibles en Russie avec des armes états-uniennes et allemandes. Il n'y a pas que les USA, la France et l'Allemagne, pratiquement tous les pays de l'OTAN ont décidé de donner leur feu vert à l'Ukraine pour que son armée utilise les armements qu'ils lui ont livrés à des fins défensives. Mais cette fois-ci, qu'ils s'en servent pour frapper des cibles en territoire russe. Alors il y a quand même des limites qui ont été fixées. Seules les régions frontalières avec l'Ukraine sont concernées. Certains experts considèrent que c'est insuffisant, mais c'est déjà mieux que rien. Bref, l'Ukraine ne s'est pas fait prier et a déjà attaqué derrière les lignes russes. Poutine a immédiatement réagi en menaçant directement les alliés occidentaux de l'Ukraine. Son idée, armer les ennemis de l'OTAN pour qu'ils passent à l'attaque. S'ils estiment possible de fournir de telles armes dans la zone de combat pour lancer des frappes sur notre territoire et nous causer des ennuis, pourquoi n'aurions-nous pas le droit de fournir des armes du même type à certaines régions du monde où elles pourraient être utilisées pour frapper des installations sensibles appartenant à des pays qui font pareil à la Russie, Vladimir Poutine? À ton avis, à quel pays fait référence Poutine? L'Iran, la Corée du Nord ou des organisations terroristes? Pour l'heure, on ne sait pas. Le mystère reste entier. En parallèle, Poutine a préparé une petite surprise à l'intention de l'administration Biden. Mais bon, il est hautement improbable que Moscou ose attaquer Washington. 4 vaisseaux russes, dont un sous-marin nucléaire, font escale à Cuba. Donc, actuellement, la Russie grappille quelques centaines de mètres ci et là, voire quelques kilomètres. Les lignes ukrainiennes reculent. Pour inverser la tendance, l'Ukraine doit absolument passer à la contre-offensive. Et la zone privilégiée, la région de Kharkiv, où l'intensité des combats avait pourtant baissé ces derniers mois. Les troupes russes ont lancé leur offensive à partir de Belgorod et pénétraient l'oblast de Kharkiv en 2 points. Or, ces derniers mois, Belgorod a été particulièrement ciblé par l'artillerie et les drones ukrainiens, justement pour diminuer les capacités militaires de l'armée russe en prévision d'une offensive dans cette région. Mais les Russes, qu'est-ce qu'ils ont vraiment dans la tête? Est-ce qu'ils ont réellement l'intention de conquérir des territoires ukrainiens? Bah, pas vraiment en fait. Poutine affirme que la Russie ne cherche pas à capturer Kharkiv. Bon, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance au maître du Kremlin? Bon, c'est une question rhétorique. Mais du coup, pas mal de spécialistes souhaitent déterminer quelles sont les véritables intentions de Moscou. Qu'est-ce qui nous a échappé? L'Ukraine a-t-elle encore les moyens de stopper l'avancée des troupes russes? On t'explique tout dans cette vidéo. Mais avant de continuer, j'aimerais te parler du partenaire de cette vidéo, France Very. Est-ce que tu savais que tous les ans, 2 Français sur 3 sont victimes d'attaques en ligne? C'est un phénomène hyper courant, mais qu'il faut pas minimiser et banaliser pour autant, parce que ça reste un acte hyper grave. Genre si on te vole tes données bancaires par exemple. C'est probable que toi aussi derrière ton écran, tu sois concerné parce que ça arrive même à des sites comme Facebook ou Amélie. C'est celui de la sécurité sociale. Ils se sont déjà fait pirater et voler toutes les données personnelles qu'ils stockaient sur toi et sur moi. Pareil quand tu reçois de faux mails ou des SMS. Ça prouve qu'ils ont déjà eu accès à tes données, genre ton nom et ton numéro, et qu'ils cherchent à les compléter avec le reste. C'est un problème hyper important parce qu'aujourd'hui, toutes nos infos, elles sont stockées en ligne, que ce soit ton nom, ton adresse ou encore tes codes de carte bancaire ou tes mots de passe. Le problème, c'est que tous ces sites auxquels tu as fait confiance, ils sont pas forcément sécurisés et n'importe qui pourrait pirater tes données sans que tu sois prévenu.
Donc, pour lutter contre tout ça, France Vérif, le sponsor de cette vidéo, a développé une solution super intuitive. Déjà, tu peux cliquer sur notre lien en description pour être redirigé vers leur site et pour qu'ils évaluent gratuitement si tu es actuellement victime de ce crime informatique. En plus de ça, France Vérif, c'est à la fois un antivirus, un outil qui va bloquer les tentatives de phishing, mais aussi un observateur du dark web dispo H24. France Vérif te propose donc de bloquer toutes les menaces contre les vols de données et les arnaques pour te protéger toi, mais aussi jusqu'à 4 membres de ta famille sur tous vos écrans. Par exemple, grâce à cette extension, quand tu te rends sur des sites, elle va pouvoir te certifier, oui ou non, de leur fiabilité par des pastilles vertes ou rouges ou te dire si ton RIB circule en ce moment même sur le dark web. Tu peux cliquer sur le lien dans la description pour être sûr que tu n'es pas déjà en danger. Mais avec notre lien, tu peux bénéficier d'une promo exclusive de moins 60% sur le prix final. Donc n'hésite surtout pas, le lien de France Vérif est dans la description. Allez hop, on reprend la vidéo. Même si on en parle moins dans les médias à cause du conflit israélo-palestinien, la guerre en Ukraine ne s'est jamais arrêtée. Elle s'est tout au plus figée durant l'hiver. Les pertes sont immenses des deux côtés. On a basculé dans une guerre d'usure, que ce soit sur le champ de bataille, mais aussi via sa dimension économique et psychologique. Mais si ces derniers mois le front était immobile, on observe désormais une percée russe en direction de Kharkiv. La crainte de l'état-major ukrainien, c'est que la Russie élargisse le front pour forcer l'armée ukrainienne à disperser ses forces afin de protéger tous les sites vulnérables. Or, l'armée ukrainienne est épuisée. C'est beaucoup plus clair sur cette carte. Il y a tout juste quelques semaines, les combats se limitaient aux zones déjà occupées par la Russie, c'est-à-dire à l'est et au sud-est du territoire. L'assise de l'armée ukrainienne sur le nord du pays était à peu près consolidée. Mais l'ouverture d'un nouveau front au nord nécessite de mobiliser plus de ressources, plus de canons d'artillerie et plus de troupes, alors que la puissance de feu de l'armée ukrainienne est justement à la peine. L'armée russe a beau avoir un matos moins performant que celui des Ukrainiens, il y a quand même deux facteurs où la supériorité de la Russie est incontestable. Le nombre de soldats et la puissance de feu de son artillerie. Mais en sachant cela, pourquoi est-ce qu'ils s'obstinent malgré tout à s'attaquer à des objectifs qu'ils ont déjà échoué à capturer à plusieurs reprises? Eh bah, on pense que Poutine cherche à faire reculer l'Ukraine pour la mettre à distance de Belgorod et de Koursk, des cibles souvent touchées à partir de Kharkiv. En procédant de la sorte, il est probable que l'armée russe essaie d'isoler certains bataillons tels que le corps des volontaires russes, la Légion russe de la liberté ou le bataillon sibérien. Ces trois milices rebelles sont composées de transfuges qui ont adopté la cause ukrainienne mais qui opèrent à partir du territoire russe. Pareil avec le régiment biélorusse basé à Kharkiv et composé de déserteurs du Bélarus. Ça fait plusieurs mois que ces unités ralentissent l'avancée des soldats russes en réalisant des raids meurtriers ou des opérations express de sabotage en territoire ennemi. La milice anti-Poutine affirme avoir capturé un village dans la région frontalière russe de Belgorod. Entre les frappes ukrainiennes et les incursions de milices rebelles en territoire russe, l'armée russe n'a pas le choix. Elle doit repousser l'ennemi et amener la bataille à lui. Sinon, ce sont tous ces dépôts de munitions et ces centres logistiques qui sont exposés, mettant en danger la capacité de la Russie à continuer la guerre. Donc, si à première vue cette nouvelle offensive laisse présager d'un rapport de force à l'avantage de la Russie, dans le détail, on se rend compte que c'est surtout un sursaut désespéré pour mettre le danger à distance. Et puis il y a aussi la composante politique. Le Kremlin souhaite véhiculer une image de puissance et de contrôle. Or, ces attaques sur son territoire national portent un coup à cette stratégie. Comment est-il possible que des transfuges russes s'associent à des néo-nazis ukrainiens et parviennent à enfoncer les lignes ennemies au point de pénétrer le territoire? Même les propagandistes les plus acharnés à la solde du Kremlin ne parviendraient pas à dissimuler un tel événement. Voilà donc pourquoi Poutine a souhaité donner l'illusion d'une percée au nord de l'Ukraine. C'est avant tout une question de narratif. La vérité, c'est que Moscou a besoin de créer une zone tampon côté ukrainien pour éloigner la menace. We will be forced at some point, when we deem it appropriate, to create a certain sanitary zone in the current territories under Kyiv's regime's control, to create a security zone that will be quite difficult to cross with the means of destruction that the enemy is using. Après ça, c'est le discours du président russe. Mais est-ce qu'on peut prendre ces paroles pour argent comptant? Quelles sont les conséquences pour l'Ukraine de l'ouverture d'un nouveau front? Va-t-elle réussir à résister? On t'explique tout ça tout de suite. Mais avant ça, j'aimerais t'annoncer une grande nouvelle. T'as vu qu'on avait dépassé les 50 000 abonnés? Eh bah, pour fêter ça,
Et pour booster la croissance de la chaîne, on aimerait investir pour recruter du staff, louer des bureaux et acheter du nouveau matos. Mais pour ça, on a besoin de ton aide. Donc si tu as envie de faire un petit geste, on te met un lien dans la bio pour notre page de financement participatif. C'est bête dit comme ça, mais même si vous mettez pas grand chose, si vous êtes plein, et bah à la fin ça peut faire une grosse diff. Et si d'aventure vous connaissez un richissime philanthrope qui a envie de financer un jeune média indépendant, bah hésite surtout pas. Allez, merci pour ton écoute, on reprend. On prend les mêmes et on recommence. On va pas y passer par 4 chemins. Le nord de Kharkiv, c'est un peu la clé du conflit. La géographie de cet oblast complique toute offensive russe. En fait, les rivières, les barrages et les forêts ralentissent la progression des soldats. Sauf que l'armée ukrainienne, elle a déployé l'ensemble de ses effectifs sur le front oriental, à Zaporizhia, Donetsk, Luhansk, Kherson. Donc, elle ne dispose que de très peu de moyens pour contrer ce nouveau front. Donc, qu'est-ce que ça va donner? On a pensé à 3 scénarios différents. La première hypothèse, c'est que les Russes sont simplement en train de créer une zone tampon pour mettre un terme aux incursions des milices rebelles sur son territoire et pour minimiser les risques liés aux frappes ukrainiennes. La deuxième hypothèse, c'est que la Russie soit en train de préparer le terrain à une offensive de très grande ampleur. Moscou souhaite probablement remettre la main sur tout le territoire reconquis par l'armée ukrainienne. Le coup militaire et psychologique serait dévastateur pour Kiev. La dernière théorie, c'est que Poutine et ses conseillers aient élaboré ces tactiques juste pour faire diversion. En forçant Zelensky à redéployer ses troupes dans le nord, la Russie use l'armée ukrainienne, elle la fatigue et en plus, elle fragilise le front oriental. Faut savoir qu'actuellement, le front russo-ukrainien s'étend sur plus de 1200 km. C'est tout autant de points de contact, ce qui oblige l'armée ukrainienne à s'étaler, quitte à fragiliser son dispositif défensif. C'est le principe de la dispersion des ressources. Les Russes veulent à tout prix briser les lignes de défense ukrainiennes et s'engouffrer dans la brèche. Donc, plutôt que de suivre les recommandations de la Maison-Blanche et du Pentagone, qui préconisent la formation d'un bloc compact et lourdement armé, l'état-major ukrainien préfère une autre approche, celle de défendre plein de positions différentes. Avec cette nouvelle offensive russe au nord, la ligne de front s'allonge, forçant l'armée ukrainienne à se disperser encore un peu plus, ce qui inquiète les experts militaires. Bref, laquelle des 3 hypothèses qu'on a citées tout à l'heure nous paraît la plus probable? C'est bien ça le dilemme. Pour l'heure, on n'a pas l'impression que les Russes sont en train de préparer une offensive majeure. En tout cas dans le nord. On aurait eu des indices, ne serait-ce que grâce à l'imagerie satellite. Les troupes russes mobilisées dans le coin sont encore trop peu nombreuses. Du coup, ça nous laisse plus que 2 scénarios possibles. Soit la création d'une zone tampon, soit une tentative de diversion. Déjà, pour toutes les raisons qu'on a vues tout à l'heure, la théorie d'une zone tampon n'est pas tout à fait absurde. En obligeant l'armée ukrainienne à reculer, le Kremlin met à l'abri ses atouts dans la région de Belgorod et sauve la face concernant les attaques de milices rebelles. Mais il place aussi la ville ukrainienne de Kharkiv à portée de l'artillerie russe. Et surtout, il lui sera aussi possible de frapper le réseau ferroviaire oriental qui permet justement d'alimenter le front ukrainien en munitions et en renforts. Ça, plus d'éventuelles incursions russes en terres ukrainiennes pour harceler les défenses ennemies. En gros, faire exactement ce que font l'armée ukrainienne et les milices rebelles russes, mais dans le sens inverse. On ne peut pas non plus négliger l'impact de cette offensive sur le moral des troupes ukrainiennes. L'effet d'attrition s'enverrait d'autant plus renforcé. Et puis, ça explique aussi pourquoi l'armée russe n'a pas réalisé de percées significatives dans la région. Ce n'était tout simplement pas son objectif. Bref, cette offensive a eu des résultats plus que mitigés. Les États-Unis déclarent que l'offensive russe contre Kharkiv est bloquée. Maintenant que l'on sait quel était vraisemblablement l'objectif de cette offensive, dans quel état se trouvent les armées russes et ukrainiennes? Qu'est-ce qui se passe sur le front est et sud? Chapitre suivant. Le dilemme. On peut pas se voiler la face. L'armée ukrainienne a cruellement pâti de l'arrêt provisoire des livraisons d'armement et de munitions par Washington. Alors même si depuis ces livraisons ont repris, les Russes ont quand même saisi cette opportunité pour acculer l'armée ukrainienne dans certaines régions. C'est comme ça qu'après avoir remporté des batailles symboliques, Moscou contrôle aujourd'hui des villes comme Bakhmut ou Avdiivka sur le front oriental dans l'oblast de Donetsk. En fait, le Kremlin a choisi la technique du rouleau compresseur. Tous les moyens sont bons pour faire reculer les Ukrainiens. C'est une lame de fond qui dure depuis déjà plusieurs semaines et qui se concentre sur Donetsk. Au risque de nous répéter, s'il y a une ressource dont le Kremlin use et abuse sans trop se préoccuper du lendemain, ce sont les vies de ses soldats. Le pouvoir russe les traite comme de la chair à canon. On s'en doutait déjà, mais à présent,
On le sait pour sûr grâce aux fuites sur les réseaux sociaux russes et aux témoignages des déserteurs. En plus, le contexte est favorable à la Russie, qui est entrée en économie de guerre, ce qui signifie qu'elle est capable de produire plus de munitions et d'armements que les alliés occidentaux de l'Ukraine. Et tout ça, c'est grâce au dumping de ces matières premières que Moscou exporte à prix cassé en Inde et en Chine, ainsi qu'à ses nouvelles alliances avec l'Iran et la Corée du Nord. À lui seul, le régime de Pyongyang livrerait à Moscou entre 1 et 3 millions d'obus par an. De son côté, la Russie pourrait produire à terme plus de 2 millions d'obus de calibre 122 et 152. C'est le double du nombre de munitions d'artillerie que les États-Unis et l'Europe réunis ont prévu de livrer à l'Ukraine. Alors d'accord, c'est vrai que les armes occidentales sont plus précises et plus létales, donc pas besoin de la même quantité de munitions pour faire le travail. D'où le fait qu'il y a moins de transactions avec les alliés occidentaux de l'Ukraine. Sauf que la Russie, à la différence des autres pays, elle est entrée en économie de guerre. Ça veut dire qu'elle a réorienté presque tous ses efforts industriels pour décupler sa capacité de production, notamment en termes d'armement. C'est pas un hasard si le nouveau ministre de la Défense, Andrei Belousov, est un économiste. Il remplace Sergueï Shoigu, en poste depuis le début de la guerre. On parlera de cette nouvelle orientation stratégique dans la prochaine vidéo. Donc pense bien à t'abonner et à activer la petite cloche des notifs si tu veux pas louper la vidéo quand elle sortira. Si on t'en parle, c'est parce que contrairement à la Russie, les alliés occidentaux, eux, n'ont pas jugé nécessaire de faire pareil. Alors d'accord, on a consenti à plein de sacrifices, surtout sur les prix de l'énergie, vu qu'on se prive désormais du pétrole et du gaz russe. Mais ça fait aussi plus de 2 ans qu'on arme et qu'on équipe l'Ukraine pour l'aider à résister. Grâce à ce soutien militaire, humanitaire et financier, Kiev devrait réussir à stabiliser le front et même à tenter une nouvelle contre-offensive en 2025. Mais l'aide occidentale est limitée par sa capacité industrielle, mais aussi par la volonté politique de ses dirigeants. Et on ignore comment réagira l'opinion publique si le conflit s'éternise. Or, pour continuer à se battre, l'Ukraine a besoin d'armes et de munitions, tout ce qui actuellement lui fait défaut. Donc, même si les discours de Zelensky au Parlement européen ont été couverts d'applaudissements, il n'y a pas de progrès majeurs qui ont été réalisés au niveau de la capacité industrielle de l'UE, contrairement à la Russie. Par exemple, d'après le géant industriel russe Rostec, rien que sur l'année 2023, la production de drones aurait augmenté de 83%. Alors même si on ne peut pas prendre ces chiffres à la lettre, c'est impossible de nier l'effort massif investi par Moscou dans son réarmement. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine. Surtout que les livraisons d'armes occidentales tardent à arriver et que le temps est compté. Chaque jour qui passe, ce sont des dizaines de soldats ukrainiens qui tombent, faute de munitions et de couverture anti-aérienne. Bon, alors justement, ils arrivent quand, ces équipements occidentaux? Chapitre suivant. Un avenir sombre. On va poser les termes. L'issue d'une guerre comme celle-ci, elle est déterminée par 2 facteurs, la puissance de feu et la taille des effectifs militaires. Or, l'Ukraine est en difficulté dans ces 2 domaines. Déjà, l'armée ukrainienne a combattu pendant plusieurs mois sans le soutien militaire des États-Unis jusqu'à épuisement de leurs munitions pour chaque tir d'artillerie ukrainien. La Russie en tirait entre 5 et 10. Les soldats ukrainiens se sont battus avec courage et détermination pour repousser l'offensive russe. Chaque mètre était âprement défendu. L'année dernière, pour tenir le front, l'armée ukrainienne avait annoncé avoir besoin d'au moins 10 000 obus d'artillerie par jour. Mais en avril 2024, l'Ukraine n'en tirait que 2000. Alors d'ici quelques mois, l'Ukraine devrait être en mesure d'intensifier ses tirs d'artillerie grâce aux efforts de ses alliés pour d'une part produire davantage de munitions et de l'autre en acheter sur les marchés internationaux. Après, encore une fois, verba volant scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. On verra dans quelques mois si l'Ukraine aura réussi à atteindre cet objectif. Vu le rapport de force disproportionné entre la puissance de feu russe et les capacités défensives ukrainiennes, la résilience des troupes de Kiev tient du miracle. Mais cette attrition commence à sérieusement peser sur les lignes ukrainiennes. Ça fait maintenant plusieurs mois que les soldats russes sont à l'initiative et que les Ukrainiens se contentent de rendre les coups. Donc, même si l'aide des États-Unis a repris, il faudra des mois à l'armée ukrainienne pour combler son retard et inverser la situation à son avantage. Bon, comme on te l'expliquait tout à l'heure, l'Ukraine est aussi confrontée à un autre problème de taille, l'épuisement numérique des troupes disponibles. Et oui, en plus d'être épuisé physiquement et psychologiquement, éprouvé par plus de 2 ans de guerre totale, les rangs de l'armée ukrainienne sont de plus en plus clairsemés. Kiev n'arrive pas à recruter assez de nouvelles recrues pour compenser les pertes au front. En plus, des milliers d'Ukrainiens ont fui la guerre pour trouver refuge en Europe, ce qui réduit
encore plus le pool de recrues potentiels. Ce manque d'effectifs commence à poser problème, surtout quand on sait que depuis le début de la guerre, plus de 650 000 hommes valides, donc mobilisables, ont quitté le pays. Leur mobilisation, même partielle, aurait permis de tenir le coup pendant encore quelques années si cela était jugé nécessaire. C'est pour ça que, vu les circonstances, ce genre de propos ne choque personne. Un homme en âge de service militaire obligatoire part à l'étranger, démontre à son État qu'il ne se soucie pas de sa survie, puis vient et veut bénéficier des services de cet État. Ça marche pas comme ça. Notre pays est en guerre. Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères. Finalement, le manque de munitions et d'armement, c'est délicat, mais ça peut toujours se régler en consolidant votre industrie militaire ou en faisant appel à vos alliés. Mais le manque d'hommes et de femmes pour se battre, malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire. La seule manière de compenser ce manque d'effectifs face à la supériorité numérique de la Russie, ce serait de doter les soldats ukrainiens des meilleurs équipements disponibles actuellement sur le marché. C'est en tout cas ce qu'on devrait faire. Et pourtant, même comme ça, les livraisons de munitions et de matériel occidental arrivent encore au compte-gouttes. Face à cette problématique complexe, Kiev a pris plusieurs mesures. En avril, l'armée ukrainienne a décidé de faire sauter les permissions normalement accordées aux officiers supérieurs en première ligne. Donc non seulement l'armée ukrainienne manque d'effectifs, mais en plus, elle n'a plus assez d'officiers suffisamment expérimentés pour encadrer leurs troupes. En mai dernier, Zelensky a signé un décret autorisant la mobilisation des prisonniers de droit commun pour les former au métier de l'armée et les incorporer à la réserve. Clairement, la situation est pas idéale. Les munitions manquent, les soldats manquent. Et comme les emmerdes ne viennent jamais seuls, il y a d'autres pépins qui viennent compliquer la tâche à l'état-major. Par exemple, on pense que l'un des facteurs derrière le succès de la contre-offensive russe, ce sont les défauts d'ingénierie dans la conception des fortifications ukrainiennes. C'est pas nous qui le disons, mais ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui le reconnaissent. La première ligne de fortification et de mines n'existait tout simplement pas. L'ennemi est entré librement dans la zone grise sur toute la ligne de cordon qui en principe n'aurait pas dû être grise. Denis Yaroslavski, commandant de l'unité de renseignement des forces armées ukrainiennes. Ok, avec tous ces éléments en main, qu'est-ce que peut faire l'Ukraine pour inverser la tendance? Eh bah, chapitre suivant. Quand l'Ukraine va au Monoprix. Depuis tout à l'heure, on t'explique quelles sont les faiblesses de l'armée ukrainienne. Mais en vrai, il n'y a pas d'énormes surprises. On savait que ça allait être une année compliquée, comme on te le disait dans cette vidéo. Mais grosso modo, l'idée, c'est que l'armée ukrainienne doit tenir le coup jusqu'en 2025 pour espérer percer les lignes russes. Pourquoi? Eh bah parce que d'ici là, les premiers pilotes ukrainiens du F-16 seront opérationnels. L'Ukraine a réclamé ses chasseurs depuis le début du conflit. Mais Washington a tardé à prendre sa décision. Et quand l'administration Biden a finalement accepté, fallait encore plusieurs mois d'attente, le temps de former des pilotes. On estime que les premiers d'entre eux pourront se battre dès juillet, c'est-à-dire dans quelques semaines à tout casser. On pense qu'entre les chasseurs cédés par la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique, l'armée de l'air ukrainienne devrait pouvoir compter sur plus de 60 F-16. Livrés avec leur dernière mise à jour, ils se battront à armes égales contre les Sukhoi Su-27 et Su-30, des chasseurs de 4e génération très utilisés par l'armée russe. S'il est hors de question que Kiev attaque le territoire russe avec ses chasseurs multirôles, ils permettront néanmoins de soutenir les troupes au sol et d'anéantir les défenses aériennes russes. Bien sûr, on s'attend à des pertes ukrainiennes, surtout que les batteries antiaériennes russes S-400 et l'aviation militaire russe ne se laisseront pas faire. Ensuite, parce que même s'ils ont été formés, ça ne suffit pas forcément pour faire des pilotes ukrainiens des combattants expérimentés. Bref, la livraison imminente des F-16 et la reprise de l'aide militaire états-unienne devraient permettre à l'Ukraine de sortir provisoirement la tête de l'eau. Mais les alliés européens devront eux aussi contribuer à cet effort collectif. Voilà, à faire plier. À ton avis, quelle tournure est-ce que cette guerre va prendre? Dis-nous ce que t'en penses en commentaire. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager. Avant de dire au revoir, j'aimerais remercier une nouvelle fois notre sponsor France Vérif. C'est ta sécurité sur internet qui est en jeu. Rappelle-toi que tu peux bénéficier d'une promo exclusive de moins 60% sur le prix final en cliquant sur le lien dans la description. Allez, merci d'être resté jusqu'au bout. À bientôt.